L'agriculture bio, comment la soutenir, comment la développer en France? Voilà le thème de notre débat. Et je vous présente mes invités. Pauline Ancian, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable RSE et bio chez Nestlé Céréales France. Héloïse Estève, bonjour, directrice des partenariats chez Mimosa. Mimosa, leader européen du financement participatif dans le secteur agroalimentaire. Alors je vous propose quelques chiffres pour commencer, pour illustrer notre débat sur le bio. La consommation alimentaire bio en France, chiffre 2020 en hausse de 12,2%. Donc il y a une appétence des consommateurs. Mais si on regarde les surfaces agricoles utilisées, c'est le terme SAU en France, le bio c'est 9,5%. Et l'objectif à la fin de cette année 2022, Héloïse Estève, c'était 15% des surfaces agricoles utilisées. On ne va pas atteindre les 15%, que les choses soient claires. Pourquoi? Comment ça s'explique? On ne va pas atteindre les 15% parce que en fait, se convertir au bio aujourd'hui, ça représente des risques pour les agriculteurs. Ça prend du temps, ça nécessite aux agriculteurs de se former et donc on doit les accompagner. Et nous, avec Mimosa, en fait, on veut accélérer cette transition agricole, notamment en agriculture biologique, par le financement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette opération avec Nestlé pour accélérer la conversion en agriculture biologique des agriculteurs. Et on va détailler évidemment ce partenariat, mais ça coûte cher. C'est le coût de la conversion qui freine un peu le mouvement. Comment finalement on a pris ce retard ou pas réussi à le rattraper en quelque sorte? C'est pas tant la question du coût qui est important parce que ça peut vraiment être différent d'une culture à l'autre, d'une exploitation à l'autre. C'est plutôt la question du risque, parce que comme je le disais, ça nécessite beaucoup de temps. Ça nécessite aux agriculteurs de se former. Et effectivement, les investissements en matériel et en financement sont importants. Donc du coup, on met en place, nous, des actions très concrètes pour pouvoir venir accélérer cette transition. Oui, donc c'est un accompagnement qui doit durer dans le temps, si je comprends bien. Pauline Ancian, Nestlé Céréales France a l'ambition, j'ai trouvé ces chiffres, de s'approvisionner à 100% en blé complet bio en France d'ici 2025. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes tout près de ce chiffre? Vous en êtes où? Alors, c'est un engagement qu'on a pris depuis l'année dernière. Et le but, c'est de progressivement augmenter nos volumes jusqu'à arriver à ces 100% en 2025. Et à date, on en est à 30%. D'accord, donc il y a encore beaucoup de chemin. Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre cet objectif? Alors, nous, déjà pour vous redonner un peu le contexte de pourquoi cet objectif, on a la chance et on est très fiers d'avoir 2 usines en France qui produisent nos céréales de petit déjeuner. Et on a la volonté... Elles sont basées où? Elles sont basées, une à Étancourt, donc dans l'Aisne, et l'autre est à Rumilly, en Haute-Savoie. D'accord. Et c'est à Rumilly qu'on produit notre gamme bio. Et on a vraiment la volonté de nous approvisionner le plus localement possible autour de nos usines pour notre blé, parce que c'est le premier ingrédient de nos céréales. Et donc, on a la volonté de reproduire ce qu'on a fait sur notre blé non bio, puisque maintenant on travaille avec 129 agriculteurs qui nous approvisionnent et qui sont situés autour de nos usines. On veut reproduire la même chose sur notre blé bio. Et donc, c'est pourquoi on travaille avec une coopérative qui s'appelle Oxiane, qui est particulièrement implantée dans ce territoire Auvergne-Rhône-Alpes, pour développer petit à petit notre approvisionnement en blé bio autour de l'usine de Rumilly. Donc il y a d'abord, et ça c'est plus ancien, une logique de circuit court, si je vous entends bien. Exactement, donc on a vraiment la volonté d'avoir cet approvisionnement le plus local possible autour de nos 2 usines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas plus de, 100 km par exemple? Eh bien, par exemple, sur notre blé non bio, c'est une filière qu'on a initiée dès 2016, qui s'appelle la filière préférence. Et aujourd'hui, les 129 agriculteurs qui travaillent avec nous, ils sont situés à moins de 300 km de nos 2 usines. D'accord. On en a même, pour vous donner un exemple, autour de l'usine d'Étancourt, une quinzaine qui sont à moins de 25 km. Donc on a aussi du ultra court. Oui, ok, très bien. Donc il y a effectivement ce partenariat avec la coopérative Oxiane, il y a également Intermarché et Mimosa. Qu'est-ce que vous avez organisé? Vous avez mis à contribution les clients d'Intermarché, c'est ça? Oui, et les citoyens également. En fait, on a mis en place donc 2 collègues de financement participatif pour 2 agriculteurs céréaliers, Martial et Paul, qui se situent du coup à moins de 100 km de l'usine de Nestlé. Ouais, donc c'est région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Il y en a un qui est en Isère et l'autre en Savoie. En Savoie, c'est exactement. Ça, Et pendant 1 mois, ça a été durant le mois de novembre dernier, les consommateurs d'Intermarché, à chaque fois qu'ils achetaient un paquet de céréales Nestlé bio, 20 centimes étaient reversés en plus dans les collectes de financement participatif de Martial et Paul. Ça a rapporté combien ?
Alors au total, les 2 agriculteurs ont récolté 24 000 €. Et ça, concrètement, ça va leur permettre de financer des achats de machines de désherbage mécanique qui est indispensable dans l'agriculture biologique parce qu'ils ne peuvent plus utiliser d'herbicides. Donc c'est 12 000 € chacun à peu près, c'est ouais. ça. C'est ça. Et ça change la donne, ça. Pardon, mais c'est beaucoup d'argent, évidemment, mais on pourrait se dire c'est pas énorme. C'est à ce niveau d'investissement que le passage au bio peut se jouer. Par exemple, Paul, qui est un jeune agriculteur de 28 ans, il voulait absolument investir dans ce matériel qui coûtait à peu près 15 000 €. Ouais. Donc typiquement, avec cette opération, il peut l'acheter aujourd'hui. Ouais. Et il nous a dit, on l'a eu au téléphone pas plus tard que la semaine dernière, il nous a dit voilà, qu'il avait reçu un coup de fil de son conseiller technique de sa coopérative et que c'était comme un cadeau pour lui et que sans ça, il n'aurait pas pu finalement investir dans ce matériel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge d'endettement qui est déjà trop lourde pour les agriculteurs. Il ne peut pas rajouter cette charge-là. Exactement. Donc on va essayer de trouver des solutions complémentaires, des coups de pouce pour accélérer leur conversion. Ces 2 agriculteurs, comment vous les sélectionnez ? C'est quoi ? C'est eux qui viennent vers vous ? Vous les avez repérés parce que vous êtes dans cette logique de circuit court ? Alors, on a vraiment travaillé en collaboration avec la coopérative Oxiane et également avec les équipes Mimosa. Et donc, nous, on a voulu soutenir en priorité des agriculteurs qui étaient au plus près de nos usines. Donc là, en l'occurrence, Paul, il est à 50 km et Martial et son fils, ils sont à 100 km. On voulait également soutenir des agriculteurs qui étaient déjà engagés dans cette conversion vers l'agriculture biologique, donc il y avait vraiment cet engagement. Pourquoi ? Parce que ça fait gagner du temps d'une certaine façon. On parlait de la temporalité quand il s'agit de se convertir au bio, donc ça permet d'aller un peu plus vite s'ils ont déjà amorcé la démarche. Effectivement, la conversion au bio, ça prend à peu près 3 ans. Ouais. Et donc, nous, c'était important de soutenir des agriculteurs qui avaient déjà initié cette démarche et qui avaient, au plus profond d'eux-mêmes, la volonté de faire évoluer leurs pratiques, parce que comme l'a rappelé Héloïse, c'est un vrai risque pour eux. Et puis, on a aussi voulu soutenir des agriculteurs qui étaient prêts aussi à ouvrir leurs portes, parce qu'on est allé les voir ensemble avec les équipes de Mimosa, on allait les rencontrer, comprendre leurs besoins, et puis des agriculteurs qui étaient aussi prêts à s'ouvrir et à montrer ce qu'ils faisaient auprès des consommateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont accepter que des consommateurs viennent, ou alors que vous, sur votre packaging, vous allez les mettre en avant ? Par exemple, ouais. Dans les collectes de financement participatif qu'ils proposaient, typiquement, ils ont utilisé ce qu'on appelle le don avec contrepartie. Donc, les citoyens pouvaient leur donner de l'argent. Et en contrepartie, ils pouvaient avoir ce qu'on appelle... ça pouvait être des produits, par exemple. Donc, il y a eu de la farine, il y a eu des légumes, il y a eu des céréales, etc. Et il y avait des visites de l'exploitation et même des rencontres avec ces agriculteurs. Donc, nous, on veut vraiment recréer ce lien. C'est la mission, d'ailleurs, de Mimosa, c'est de permettre de recréer ce lien entre le monde agricole et le reste de la société, qui sont, du coup, les consommateurs et également les entreprises. Ouais. Et alors, donc, je repose la question concernant l'emballage. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qu'on voit le plus sur vos emballages ? Le bio ou finalement cette logique de circuit court ? Alors, nous, sur nos emballages, effectivement, la mention bio est une mention qu'on met de manière assez importante, parce que c'est aussi ça que recherchent les consommateurs. Mais nous, on a la conviction aussi chez Nestlé Céréales que l'important, c'est d'apporter des éléments de réassurance supplémentaires. Et donc, ce qu'on va mettre en avant sur nos emballages, c'est par exemple le Nutri-Score. On s'est engagé depuis 2020 à le mettre en place, et ça, c'est une vraie démarche de transparence auprès de nos consommateurs. C'est aussi un aiguillon pour vous, pour vos équipes ? C'est-à-dire de progresser pour avoir un Nutri-Score le meilleur possible. Tout à fait. Nous, ça fait 15 ans qu'on rénove nos recettes progressivement. Et aujourd'hui, on est super fiers de pouvoir dire qu'on a la totalité de nos céréales qui sont Nutri-Score A, B ou C, et même la moitié qui sont A ou B. Donc clairement, le Nutri-Score, c'est un élément supplémentaire. Et puis ce qu'on va mettre également en avant, c'est le fait qu'on fabrique en France. Parce qu'une fois encore, on est très fiers d'avoir l'usine de Rungis. Je vous pose cette question, parce qu'il y a quand même des chiffres qui ont été assez surprenants, peut-être même un petit peu inquiétants sur le marché du bio, notamment sur le lait. On s'est rendu compte qu'il y avait un mouvement chez les consommateurs vers le local, c'est-à-dire qu'ils préfèrent acheter du lait local plutôt que du lait bio un peu plus cher. Est-ce que ça vous inquiète sur l'avenir du bio finalement ? Ou est-ce que ça vous incite, pardon de reprendre la main, mais à mettre plus en avant l'aspect local de votre démarche, de relocalisation, plutôt que l'aspect bio ?
Ce qu'on ressent, c'est que les consommateurs maintenant, ils veulent plusieurs choses. Ils veulent à la fois des produits qui sont meilleurs nutritionnellement, ils veulent des produits qui sont locaux, ils veulent des produits qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc ça, c'est très important qu'on leur offre aussi des produits qui répondent à toutes ces attentes. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire sur notre gamme bio, avec des produits qui s'améliorent nutritionnellement. Un exemple concret, c'est notre gamme Nesquik. Nesquik Bio vient de passer d'un Nutri-Score B à un Nutri-Score A. Donc on continue ces améliorations. On cherche à leur offrir des produits qui soient plus locaux, produits en France, mais aussi avec du blé qui est sourcé autour de notre usine. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est de rendre accessible à tous le bio. Et nous, c'est vraiment le défi qu'on a eu quand on a lancé notre gamme bio en 2018 avec des marques iconiques comme Chocapic, comme Nesquik, comme Cheerios. On a vraiment réussi à rendre le bio plus accessible avec des profils d'acheteurs qui sont plus jeunes, plus familiaux et des foyers aussi un peu plus modestes que la moyenne des céréales bio. Donc, il y a tout ce cheminement de rendre plus accessible et en même temps d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire au bio. Héloïse Estève, est-ce que cette bascule entre le bio et le local, vous la voyez sur d'autres produits que le lait en ce moment? En tout cas, chez Mimosa, c'est sûr que c'est deux axes qu'on voit beaucoup. Ouais. L'agriculture biologique, c'est énormément de projets aujourd'hui qui sont sur la plateforme. Et la dimension du local est hyper importante parce que les citoyens aujourd'hui qui soutiennent nos projets, il faut savoir que 70% d'entre eux, en général, sont issus du même territoire. Donc il y a vraiment cette dimension de proximité qui est très importante. Qui s'est renforcée avec la crise sanitaire, sans doute? Je pense. Ouais. Ouais, vous l'avez ressenti, ça, dans les projets que vous accompagnez? C'est vrai que nous, pendant la crise sanitaire, finalement, l'activité chez Mimosa a bien fonctionné parce qu'il y a eu cet élan vraiment de solidarité et vraiment, chez Mimosa, on croit en l'humain. Et ça s'est vraiment ressenti. Ouais. Je reviens, et on va terminer là-dessus, sur vos recettes, parce que c'est intéressant et je pense que ça peut être bon de le spécifier. On ne change pas de recette en un an, quoi. C'est-à-dire que c'est un processus lent pour ne pas choquer le consommateur, c'est ça? Exactement. C'est un processus, nous, qu'on a initié depuis plus de 15 ans. Ouais. Et on est venu rénover progressivement, année après année, nos recettes. Moins de sucre, moins de gras. Exactement. Ouais. Moins de sucre, moins de sel, moins de gras. Ouais. Plus de fibres aussi, parce qu'on a mis des céréales complètes qui sont maintenant l'ingrédient numéro 1 de nos céréales. Et c'est très important de le faire progressivement pour, en fait, habituer le consommateur à ces goûts moins sucrés. Notamment. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. On passe à Smart Ideas tout de suite.